de Wim Wenders, le sel de la Terre, qui sera sûrement retransmis prochainement et qui montre toute l'urgence aussi d'une approche systémique au monde des crises contemporaines. Je te laisse la parole. Mais maintenant, place à la lecture. Hein. Petit mot, donc je vais lire l'avant-propos. Les avant-propos, les introductions et les préfaces d'Edgar Morin ont toujours beaucoup de sens. En fait, apparemment, Zoom il nous dit qu'on a atteint la limite pour la personal room. On s'excuse. Donc, la séance va être enregistrée depuis maintenant et va être diffusée sur les canaux institutionnels pour que les gens qui ne peuvent pas accéder puissent y accéder bientôt. Désolé. Oui, bah oui, je comprends. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre. Avant-propos. Nous demandons légitimement à la pensée qu'elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans le réel, qu'elle révèle les lois qui le gouvernent. Le mot de complexité, lui, ne peut qu'exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité de définir de façon simple, de nommer de façon claire, de mettre de l'ordre dans nos idées. Aussi, la connaissance scientifique fut longtemps et demeure encore souvent conçue comme ayant pour mission de dissiper l'apparente complexité des phénomènes afin de révéler l'ordre simple auquel ils obéissent. Mais si il apparaît que les modes simplificateurs de connaissance mutilent plus qu'ils n'expriment les réalités ou les phénomènes dont ils rendent compte, s'il devient évident qu'ils produisent plus d'aveuglement que d'élucidation, alors surgit le problème. Comment envisager la complexité de façon non simplifiante? Ce problème, toutefois, ne peut immédiatement s'imposer. Il doit prouver sa légitimité, car le mot de complexité n'a pas derrière lui un noble héritage philosophique, scientifique ou épistémologique. Il subit au contraire une lourde tare sémantique, puisqu'il porte en son sein confusion, incertitude, désordre. Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation. Est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. Autrement dit, le complexe ne peut se résumer dans le mot de complexité, se ramener à une loi de complexité, se réduire à l'idée de complexité. La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution. La nécessité de la pensée complexe ne saurait être justifiée dans un avant-propos. Une telle nécessité ne peut s'imposer que progressivement, au cours d'un cheminement où apparaîtraient tout d'abord les limites, les insuffisances et les carences de la pensée simplifiante. Puis, les conditions dans lesquelles nous ne pouvons éluder le défi du complexe. Il faudra ensuite se demander s'il y a des complexités différentes les unes des autres et si l'on peut lier ensemble ces complexités en un complexe des complexes. Il faudra enfin voir s'il est un mode de pensée ou une méthode capable de relever le défi de la complexité. Il ne s'agira pas de reprendre l'ambition de la pensée simple, qui était de contrôler et de maîtriser le réel. Il s'agit de s'exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, de négocier avec lui. Il faudra dissiper deux illusions qui détournent les esprits du problème de la pensée complexe. La première est de croire que la complexité conduit à l'élimination de la simplicité. La complexité apparaît certes là où la pensée simplifiante défaille, mais elle intègre en elle tout ce qui met de l'ordre, de la clarté, de la distinction, de la précision dans la connaissance. Alors que la pensée simplifiante désintègre la complexité du réel, la pensée complexe intègre le plus possible les modes simplifiants de pensée, mais refuse les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes et finalement aveuglantes d'une simplification qui se prend pour le reflet de ce qu'il y a de réel dans la réalité.
La seconde illusion est de confondre complexité et complétude. Certes, l'ambition de la pensée complexe est de rendre compte des articulations entre des domaines disciplinaires qui sont brisés par la pensée disjonctive, qui est un des aspects majeurs de la pensée simplifiante. Celle-ci isole ce qu'elle sépare et occulte tout ce qui relie, interagit, interfère. Dans ce sens, la pensée complexe aspire à la connaissance multidimensionnelle, mais elle sait au départ que la connaissance complète est impossible. Un des axiomes de la complexité est l'impossibilité, même en théorie, d'une omniscience. Elle fait sienne la parole d'Adorno, la totalité et la non-vérité. Elle comporte la reconnaissance d'un principe d'incomplétude et d'incertitude. Mais elle porte aussi en son principe la reconnaissance des liens entre les entités que notre pensée doit nécessairement distinguer, mais non isoler les unes des autres. Pascal avait justement posé que toutes choses sont causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et que toutes s'entretiennent par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes. Aussi, la pensée complexe est animée par une tension permanente entre l'aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance de l'inachèvement et de l'incomplétude de toute connaissance. Cette tension a animé toute ma vie. Toute ma vie, je n'ai pu me résigner au savoir parcellarisé. Je n'ai jamais pu isoler un objet d'étude de son contexte, de ses antécédents, de son devenir. J'ai toujours aspiré à une pensée multidimensionnelle. Je n'ai jamais pu éliminer la contradiction intérieure. J'ai toujours senti que des vérités profondes, antagonistes les unes aux autres, étaient pour moi complémentaires, sans cesser d'être antagonistes. Je n'ai jamais voulu réduire de force l'incertitude et l'ambiguïté. Dès mes premiers livres, je me suis affronté à la complexité, qui est devenue le dénominateur commun à tant de travaux divers qui ont semblé à beaucoup dispersés. Mais le mot même de complexité ne me venait pas à l'esprit. Il a fallu qu'il m'arrive vers la fin des années 60, véhiculé par la théorie de l'information, la cybernétique, la théorie des systèmes, le concept de l'auto-organisation, pour qu'il émerge sous ma plume, ou plutôt sur mon clavier. Il s'est alors dégagé du sens banal, complication, confusion, pour lier en lui l'ordre, le désordre et l'organisation. Et au sein de l'organisation, l'un et le divers. Ces notions ont travaillé les unes avec les autres de façon à la fois complémentaire et antagoniste. Elles se sont mises en interaction et en constellation. Le concept de complexité s'est formé, il a grandi, étendu ses ramifications, il est passé de la périphérie au centre de mon propos, il est devenu macro-concept, lieu crucial d'interrogation, liant désormais en lui le nœud gordien du problème de relation entre l'empirique, le logique et le rationnel. Ce processus coïncide avec la gestation de la méthode qui commence en 1970. L'organisation complexe et même hyper complexe est ouvertement au cœur organisateur de mon livre « Le paradigme perdu » 1973. Le problème logique de la complexité est l'objet d'un article publié en 1974, Au-delà de la complication, la complexité, repris dans la première édition de Science avec conscience. La méthode est et sera en fait la méthode de la complexité. Ce livre, Introduction à la pensée complexe, constitué par un remembrement de textes divers, est une introduction à la problématique de la complexité. Si la complexité est non pas la clé du monde, mais le défi à affronter, la pensée complexe est non pas ce qui évite ou supprime le défi, mais ce qui aide à le relever et parfois même à le surmonter. Voilà pour l'avant-propos. Est-ce que tu veux dire tout de suite quelque chose? Oui, on va enchaîner avec plus que quelque chose. Plus que quelque chose. Alors, vous avez vu déjà la densité de l'avant-propos.
une densité qui n'est pas saisissable ou qui est saisissable à plusieurs degrés correspondant ou proportionnel à la capacité du lecteur, même dans une introduction, de contextualiser les choses. On va essayer de faire ça, de facto. Parce qu'après, dans la lecture des autres chapitres, on va se frapper aussi à des concepts épistémologiques, mais là, on va tout d'abord démêler, dans la mesure du possible, un contexte général. Un contexte général que je voudrais esquisser par 3 points fondamentaux. Le premier, c'est lié à la fin, presque à la fin, à l'avant-dernier alinéa de l'introduction, c'est-à-dire les concepts de complexité s'est formé, il a grandi, étendu ses ramifications, il est passé de la périphérie au centre, entre autres, de mon propos, c'est-à-dire d'Imorin. Il est devenu macro-concept, lieu crucial d'interrogation, liant désormais en lui le nœud gordien du problème de ces relations entre l'empirique, les logiques et le rationnel. Or, si on fait exception au centre de mon propos, on peut lire ça de façon communautaire du point de vue de la conscience générale et de la conscience scientifique contemporaine pour ce qu'on appelle la complexity science, c'est-à-dire le savoir de la complexité. Alors, quand Edgar Morin il a commencé, comme il a dit dans l'introduction, il avait déjà un terrain beaucoup travaillé au sein des sciences. Okay? C'est-à-dire les sciences, ils ont commencé, les savoirs, il a commencé à rencontrer la complexité, si vous voulez, désolé pour l'érudition, mais il faut nécessairement contextualiser, à partir de la dernière décennie du 19e siècle, avec les problèmes des 3 corps d'Henri Poincaré. Okay? Donc, on a quand même un long cours. On dit quelques mots sur les... Attendez. Donc, on a un long cours de la science qui amène Morin à prendre conscience de ses propos du point de vue philosophique. Okay? Et depuis la science, disons, et depuis l'écriture de ce livre, c'est-à-dire entre 2005 ou la publication de ce livre, entre 2005 et 2025, disons que la complexité, la complexity science, attends, j'admets tout d'un coup. La complexity science, il a eu non seulement un élargissement radical, exponentiel, mais aussi ses consacrations. Vous savez que quand quelqu'un reçoit un prix Nobel pour des recherches complexes, ça veut dire que l'Académie de Suède, mais aussi l'Académie mondiale, a suivi ses recherches et l'impact de ses recherches depuis des décennies. C'est qu'il est arrivé avec Parisi, Vanab et Hasselmann pour le prix Nobel de physique en 2021. Okay? Depuis, il y a eu des problèmes, des médailles aussi Abel, des médailles Fields sur des recherches qui portaient sur la complexité. Donc, entre l'écrit de Morin et aujourd'hui, on peut dire que la complexité, plutôt que rester à la périphérie, elle est devenue l'horizon lui-même à l'intérieur duquel on mène le savoir aujourd'hui. Quand Morin a commencé, il était un pionnier. Aujourd'hui, des gens qui n'est on peut, comme il dit, la complexité n'est ni pas la simplicité. On a des recherches aussi sur des phénomènes extrêmement simples, mais quand même, la complexité et l'interaction des phénomènes simples avec des systèmes plus complexes est devenue le chiffre du nouveau paradigme de conduire ou de penser les problèmes de la connaissance et de l'action, et aussi de ce qu'on appelle de l'action, policy making au niveau global. OK? Donc, on a déjà une première transition, c'est que Morin incorpore et présente de façon très claire, c'est-à-dire quelque chose qui était à la périphérie, OK, et qui est venu au centre, ou bien qui est devenu le centre, ou bien qui est devenu l'horizon lui-même à l'intérieur duquel aujourd'hui on pense le monde, ce qui est un progrès non négligeable. En second lieu, faudrait un peu réfléchir de façon historiquement un peu plus informé sur ce que veut dire être à la périphérie. OK? Parce que il est à un problème, c'est à la périphérie, les complexes, c'est à la périphérie, je reviens à Poincaré, c'est à la périphérie où? C'est à la périphérie d'une façon
ou d'un horizon de concevoir la science qui se fonde sur l'ordre. Okay? C'est-à-dire le complexe, l'indécidable, le bifurcant, et je me réfère à Poincaré, c'était conçu dans la grandeur et dans la grandiose exploration de la science moderne qui nous a menés à cette civilisation et qui a mené aux Lumières comme bruit de fond, c'est-à-dire comme noise. Okay? Au centre, il y avait l'ordre et la mesure, et à la périphérie, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il fallait négliger, il y avait les bifurcants, l'incertain, etc., etc. C'est-à-dire c'est une transition non seulement d'importance d'études qu'on pourrait faire de façon quantitative. Là, on prend les moteurs de recherche ou ChatGPT, on met complexité, on trouve qu'il y a 400% de publications plus que l'année dernière, 600% que dans la décennie avant, etc., etc. Ce n'est pas juste un fait quantitatif, parce que tout le monde s'est mis, donc il est devenu l'horizon. Non, il est devenu l'horizon parce qu'on est devenu conscient de certaines choses fondamentales, c'est-à-dire de ce que, dans sa grandeur, dans sa gloire, la science moderne, elle était constitutivement orientée à placer à la périphérie. OK? Parce que la notion centrale de la science, donc de la conception du monde, c'était l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre? C'est-à-dire la précision par laquelle, par des notions claires, nous définissions la succession d'un phénomène de l'autre. La relation causale déterministe. Okay? C'est pour ça qu'on mentionne ici à Paris d'autant plus Henri Poincaré, parce qu'Henri Poincaré, c'est le premier, avec son article sur les mécaniques célestes, qui a trouvé la brèche dans ce système. Okay? Il a commencé à montrer les failles. Des failles qui se sont multipliées de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu des années 50. Il n'y a que des failles là-dedans. Et Morin, c'est quelqu'un qui, les premiers, notamment les premiers dans les milieux francophones, prend en compte ces failles, c'est-à-dire ces résultats négatifs, ces issues négatives de la science, de façon positive du point de vue philosophique. C'est-à-dire, il montre quelque chose, sont des symptômes qu'il faut changer de cap et commencer une nouvelle navigation vers des horizons inconnus. Okay? Pourquoi c'est tant important de souligner ça? Parce que justement, il faudrait articuler de façon beaucoup plus attentive et méditer, si vous voulez, même en dehors de ces séminaires, c'est qu'on lit au début de l'avant-propos. Nous demandons légitimement à la pensée qu'elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans les réels. Okay? Cela, si vous voulez, il n'est pas cité, mais c'est quelque chose qui est au cœur, et à Paris, il y a encore plus de sens de parler de ça, au cœur de la science galiléenne cartésienne. Okay? L'ordre et la mesure mettent clarté dans les réels. On en a assez de toutes les puissances occultes avec lesquelles on pense les mouvements des planètes. On pense le monde comme une machine, et ce n'est qu'en la pensant comme une machine qu'on peut fonder aussi un progrès sur la science. C'est-à-dire, ce sont des présupposés qui résident à la base de toute la technologie que l'Occident a développée depuis 4 siècles, de façon magistrale. Mais pourquoi l'Occident? Parce que, et là, je ferai une petite glose à ce que Christophe a dit à propos des crises. Pourquoi l'Occident peut arriver à faire cela? Parce que justement, c'est dans la chiffre elle-même de notre civilisation occidentale qu'on pense le monde prioritairement selon l'ordre. Okay? L'Orient, les cultures orientales, ils n'ont pas cette force, mais aussi ils n'ont pas cette limite de penser prioritairement l'ordre et après
penser les désordres de façon normative comme dépendant de l'ordre, comme une lacune de l'ordre, ou comme une sorte de court-circuit de l'ordre. Okay? Ça arrive de facto, permettez-moi l'excursus un peu plus long, avec toute la grande tradition culturelle qu'on peut déterminer comme la métaphysique occidentale, c'est-à-dire à partir de Platon ou même de l'atomisme de Démocrite, même si l'atomisme de Démocrite, il admet des bifurcations. De Platon à passer par la grande science aristotélicienne pour arriver jusqu'aux années 30 du XXe siècle. Okay? Donc, on a 2500 ans dans laquelle notre civilisation il a pu fonder tous les progrès d'émancipation et toutes les avancées technologiques et techniques sur une idée qui était l'idée selon laquelle le monde était prioritairement ordonné, ce qui n'arrive pas avec les civilisations orientales, par exemple. Et ce qui fait aussi un différentiel remarquable dans la gestion des crises plurielles avec lesquelles on a affaire aujourd'hui. Savoir supporter les dérèglements, savoir supporter ou maîtriser la crise comme une façon nécessaire de la manifestation de la nature et du monde. Okay? Donc, toutes les choses, si vous voulez, c'est lié au sein de cette introduction. C'est-à-dire, on a bien évidemment une notion des mondes, mais notre civilisation, et c'est pour ça que la complexité, il a trouvé quand même des résistances très, très fortes. Okay? Notre civilisation demande au savoir. Nous demandons par la science et par le savoir, bien évidemment, mais aussi par d'autres pratiques de stabilisation, disons, à la pensée qu'elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans les réels. C'est-à-dire, il y a un mécanisme presque subconscient dans lequel on pense qu'en visant l'ordre plutôt que le désordre, en visant l'ordre plutôt qu'un jeu dialectique entre l'ordre et le désordre, on n'a plus de sens. En fait, la demande, ce que nous demandons au savoir et à la pensée, c'est une demande d'être rassuré, comme quoi le monde dans lequel nous agissons, c'est ordonné. Il n'y a pas de cadre, de patterns qui changent, les règles sont plus ou moins claires, ok? Et on peut bâtir des choses sur ces règles claires. Okay? Ça commence de 1300, 2400, même avant Jésus-Christ, en Occident, à Athènes, et ça finit, si vous voulez, en France et en Allemagne, prioritairement, entre 1905 et 1935. Donc, ce que nous demandons à la pensée, c'est quelque chose d'enraciné dans notre façon de vivre le monde, raison pour laquelle nous avons tant de difficultés à accepter qu'il y ait quelque chose qui réponde du désordre plutôt que de l'ordre. Okay? C'est un mécanisme psychologique qui a été sédimenté ou a été mis à la base d'une grandiose aventure comme celle du savoir et de la métaphysique occidentale, et qui est passée, si vous voulez, permettez-moi, par la fusion de ce savoir avec les versions créationnistes du monde telles que les religions du livre les conçoivent. Okay? Dans les récits cosmogoniques de l'ancienneté, de toutes les grandes civilisations anciennes, il n'y a pas un Dieu unique qui crée avec des lois le monde. Okay? Il y a des successions de dieux, il y a des cosmogonies, des générations de dieux qui viennent, ils disparaissent, ou bien, comme dans la région orientale, il n'y a pas une entité qui est porteuse de tout l'ordre monde. Okay? Cela, pour nous, est d'autant plus difficile à penser parce que c'est quelque chose de déraciné dans notre culture. Le fait que les lois qui donnent l'ordre au monde soient inscrites dans l'être lui-même du monde. Okay?
Et d'ici l'essence un peu de malaise de notre civilisation ou bien de notre culture quand on parle de complexité. Ah, mais non, mais c'est du fouillis, les choses ne sont pas claires, c'est du n'importe, de facto, c'est du n'importe quoi, ou sinon, comme il a apparu dans un pamphlet franchement risible dont on va parler plus tard dans les séminaires, c'est une paralyse de l'action. Parce que on ne demande pas, on ne mentionne pas le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande partie des issues scientifiques qui disent que le désordre est à la base des formations ordonnées, mais en fait, on veut résister à cette idée fondamentale qu'à la base elle-même, si on en a une, de la nature et du monde social et politique, il n'y a pas l'ordre. Mais il y a une sorte de jeu, interplay, comme on disait les Anglais, entre ordre et désordre, s'il n'y a pas le désordre. Donc ça, si vous voulez, c'est l'alpha et l'oméga de la préface. Et vous pouvez bien imaginer, si la préface est si difficile à caractériser au premier abord, ce que peuvent être les derniers chapitres. Je ne veux pas vous faire peur. OK? Mais en fait, avant d'entrer dans les technicités conceptuelles, les choses comme ça, il faut faire face aux résistances que notre esprit a envers certaines notions. OK? Quand on entend complexité, à tort, on associe cela au fouillis, OK? Au chaotique. Et donc, il a un léger sens de malaise, OK? Mais donc, si c'est ça, etc., etc. OK? Donc, si c'est ça, je suis paralysé parce que je n'ai plus de point d'orientation, etc., etc. C'est ça la pensée monodimensionnelle, OK? C'est-à-dire, je veux, pour vivre bien, tranquille, pour fonder des entreprises, pour faire des sous, pour, je ne sais pas, fonder une famille, hein, je veux quand même, s'il vous plaît, des points d'orientation, nord, est, sud-ouest, OK? Je me mets au centre, ou je me raconte que quelqu'un, il m'a mis au centre de la création, notamment, OK? Et après, je commence à faire ce que je dois faire, OK? Donc, il y a une dimension, c'est quelque chose de vraiment plat, dans lequel il y a des choses déterminées de façon claire. S'il vous plaît, donnez-moi de la clarté. Sinon, je n'arrive pas à m'orienter, etc., etc. Ça, c'est la pensée unidimensionnelle que Morin, mais pas seulement Morin, il y a une autre histoire à faire, nomme comme la pensée d'une multidimensionnalité. Donc, d'un multiversum, si vous voulez. Il y a une chose qui me revient à l'esprit pour comprendre cette opposition entre ordre et désordre. Moi, m'avait permis vraiment de le saisir de manière quasi psychanalytique, c'est d'entendre désordre, non plus comme le désordre, mais comme pluriel d'ordre. En français, le français me permet d'entendre désordre. Ouais. Il y a ordre et désordre, mais tout d'un coup, désordre peut aussi s'entendre comme pluriel d'ordre. Et dans cet avant-propos, il y a cette notion que ce qui est antagoniste, parce que aussi l'antagonisme est au cœur aussi de la pensée complexe, de ne plus penser les choses de manière antagoniste, mais de garder les antagonismes, mais en les pensant aussi comme complémentaires. Ça reste pour moi aussi un élément un peu clé et crucial et pivot pour commencer à comprendre la pensée complexe par rapport à ce que tu viens de dire. Et j'aimerais qu'on revienne sur ces... Parce que je pense que si Edgar Morin parle dans l'avant-propos de ces deux illusions, c'est qu'elles ont sans doute leur importance de bien les comprendre avant d'aborder le reste de la lecture. Et je ne suis pas certain, par exemple, d'avoir totalement compris les attendus de ces deux illusions, la manière dont elles constituent aussi des blocages, des paralysies par rapport à l'appréhension et l'approche de la pensée complexe. OK. J'y viendrai de façon méthodique, au sens qu'on va aborder un peu la première illusion et après on va aborder la Seconde illusion. seconde illusion. La première illusion, je lis, est de croire que la complexité conduit à l'élimination de la simplicité. OK? Si vous voulez, il y a un sous-entendu là-dedans.
par l'élimination de la complexité, de la simplicité, la complexité amènerait à l'élimination d'un savoir stable. Donc, à la possibilité de notre praxis, ou de notre praxis, au sens de nos pratiques, de se fonder sur un savoir stable. C'est ça, en fait, qui émerge si on lit ensemble la prémisse que j'ai faite sur le premier alinéa et la première illusion. OK? C'est-à-dire, si nous demandons, c'est pour ça que des gens comme Morin, et surtout des livres comme ça, qui n'ont pas des notes, n'ont pas d'édition critique, OK, sont très difficiles à saisir, parce qu'un homme de la culture d'Edgar Morin, il passe là-dessus comme un Panzer-Division, hein? Tandis qu'aujourd'hui, il faut reprendre mot pour mot et commenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on avait dit, nous demandons légitimement à la pensée qu'elle dissipe les brouillards des obscurités, etc., etc. Bon, de façon critique, à mon avis, même trop critique. Là, Morin, il vise Descartes et Galilée, OK? Mais là, c'est une autre question de positionnement. À mon avis, c'est trop critique, mais il saisit quelque chose d'essentiel, OK? Il saisit quelque chose que lui, peut-être, il n'a pas pensé, mais que d'autres traditions qui se lient justement à Adorno, à l'école de Francfort, à l'hégélisme, des choses comme ça, ils ont pensé. C'est-à-dire que l'effet de demander à la pensée qu'elle dissipe les brouillards de l'obscurité par la clarté et la distinction, justement en tant que demande, c'est quelque chose qui relève d'un besoin. OK? Ce besoin ce besoin trouve face à lui une réponse sublime. C'est pour ça que j'ai dit faire des Morin pour ça. La science cartésienne et galiléenne est quelque chose dans elle-même sublime. On n'a jamais conçu, même en Orient, quelque chose de plus beau comme la science galiléenne, cartésienne et newtonienne, à laquelle même Heisenberg et tous les autres ils se défendent. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez un mécanicien quantique, il reconnaît Galilée comme son grand-père, Galilée Newton comme ses grands-pères, et Einstein comme leur père. Il n'a pas ça. Les problèmes, c'est ça. Les problèmes, c'est faire de la simplicité la réponse universelle. OK? Donc, c'est de croire que si la simplicité est universelle, parce qu'en fait, c'est le chiffre universel par lequel nous avons une stabilité de notre savoir et de nos pratiques, si on introduit la complexité, on détruit la simplicité. OK? Parce qu'on pense encore, avec toutes ces angoisses, de façon holiste. Ou bien on a les mondes complexes, ou bien on a les mondes simples. Il n'est pas si articulé que ça. Non, en fait, ce n'est pas le cas. C'est ça, sortir de la naïveté des pensées unilatérales. La complexity science, disons pas la pensée complexe, mais ce qui se fonde sur toute l'accumulation de savoir qu'on fait depuis un siècle et demi, okay, ne nie pas la simplicité. Un physicien qui étudie, par exemple, des planètes. Non, qui étudie par exemple l'émergence complexe de l'espace-temps avec la gravité quantique, Oui. ne nie pas la simplicité des interactions mécaniques. Ne la nie pas et dit même que du point de vue d'une limitation et d'une abstraction intéressante, la simplicité des interactions mécaniques, c'est très utile. Il nous fait lancer des satellites, il nous fait faire tout un tas d'opérations et ça donne une prise sur le réel hyper adéquate, sauf non exclusive. OK? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas au niveau des savoirs scientifiques, qui sont très mesurés. Le problème, ça remonte à ce besoin métaphysique d'avoir un mot qui puisse comprendre tous les réels. Donc, on vient penser que si on met la complexité étant alternative à la simplicité, on nie tout de ce qui est la simplicité. Et ce n'est pas vrai. Okay? Quand on parle, par exemple, des modèles complexes en climatologie, on ne nie absolument pas qu'il y a des processus météorologiques hyper simples qu'on peut décrire de façon mécanique. Okay? Donc, la complexité ne nie pas
la simplicité. Si on parle, par exemple, des marchés financiers comme des marchés complexes, je me réfère à un article de 1995 de Sherry Marcuse, Market as Complex Adaptive Systems, on ne nie pas corrélation d'interaction entre les créditeurs et les débiteurs, il y a des rapports simples d'obligation. Si on parle de la complexité de la géopolitique, on ne nie pas l'effet qu'à l'intérieur d'une échelle qui est celle d'un pays constitutionnellement réglé, il y a des rapports relativement simples de gestion des affaires publiques. Okay? Donc, le problème, ce n'est pas du côté de ceux qui mettent en œuvre des concepts de complexité. Le problème réside aussi dans notre tête, qui n'est pas si bien faite, et qui dit ou bien l'une ou bien l'autre. Et c'est la pensée disjonctive. Okay? Si je peux, parce que c'est un peu... Allez. Et cela montre une des provenances de la pensée d'Edgar Morin. Je vais laisser de côté la façon par laquelle elles s'agencent ou ils sont filtrés. C'est toute autre question et ce sera la question de l'exégèse des zones. Mais il y a tout un tas de apport de nouvelles sciences, la systémique, la cybernétique, etc., du côté du savoir, qui une science que Edgar Morin incorpore dans son œuvre, mais aussi il y a un arrière-plan qui revient d'une famille très définie des pensées occidentales, c'est-à-dire l'héritage hegelien. Okay? Ce n'est pas par hasard qu'on cite celui qui a opposé s'est opposé à Hegel par les mêmes biais par lesquels Hegel il pensait les mondes, c'est-à-dire la dialectique. Quand on lit dans la seconde illusion, quand on voit mentionner dans la seconde illusion, elle fait sienne la parole d'Adorno, la totalité et la non-vérité, ok? Là, malheureusement, il aurait fallu une note, ok? Parce qu'on cite quelque chose de la dialectique négative dans laquelle Adorno, il dit, non, dans laquelle Adorno, il dit, je l'ai dit en allemand, après je l'ai traduit, das Ganze ist das Falsche. Okay? L'entier, c'est le faux. Okay? Pourquoi il dit ça? Parce que justement, il s'oppose à la matrice hegelienne de la pensée, selon laquelle das Ganze ist das Wahre. Okay? Le vrai est l'entier, ou l'entier est le vrai. Okay? C'est un peu compliqué, on ne va pas faire un séminaire d'exégèse hegelienne. Mais en fait, il y a deux natures ou deux convergences dans ces livres. La convergence des nouveaux savoirs qui se font notamment au début, au moins pour ceux que Morin il peut saisir, dans des contextes plutôt technologiques que philosophiques. Okay? MIT, par exemple, il était très ami avec Jean-Louis Lemoigne, toutes les modélisations, la cybernétique, Norbert Wiener, fonctions non récursives, donc toutes les choses qui viennent de Turing, des choses comme ça, qu'ils n'étaient pas encore incorporés au savoir philosophique, au savoir académique traditionnel. Aujourd'hui, ils le sont, heureusement. Okay? Mais après, il y a la voie royale d'une pensée du réel qui passe par Hegel, par l'idéalisme allemand, en tout cas par Hegel, qui arrive à Marx, dans lequel la dialectique est au cœur de la dynamique sociale, pour arriver justement à Adorno. Okay? Donc, les deux livres essentiels qui sont toujours sur l'arrière-plan de l'œuvre de Morin sont la dialectique des Lumières, la dialectique der Aufklärung, okay? Et justement la dialectique négative. Qu'est-ce qu'ils disent, ces deux livres? Qu'est-ce qu'ils disent, ces deux livres? C'est un peu barbare, disons. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces livres comme indication élémentaire pour saisir ce qu'il va dire Morin? Parce qu'il y a aussi un troisième passage. Il va dire que l'opposition entre simplicité et complexité, elle est pensée de façon abstractive et non dialectique. On sépare, on oppose de façon manichéenne, ou bien l'un ou bien l'autre. Ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas, ou bien tu es un homme, ou bien tu es une femme, ou bien tu es bon, ou bien tu es mauvais, etc., etc.
ce que justement la dialectique hegelienne a radicalement critiqué comme pensée abstractive de l'entendement, à laquelle doit être supérée par une rationalité supérieure, celle de la dialectique. Okay? Sauf que cette dialectique, je laisse de côté l'exégèse, ce n'est pas la dialectique hegelienne, mais c'est une dialectique qui se constitue dans l'incomplétude. Okay? C'est-à-dire, à la différence d'Hegel, ou à la différence de réception très stupide d'Hegel, on ne pense pas à la complétude de la connaissance. Je peux juste vous demander 2 secondes. Et là, on a justement quelque chose que Morin ne dit pas, parce qu'il a fait un avant-propos qui serait digne d'études, qu'il a été digne d'études, c'est-à-dire l'opposition entre pensée synthétique et dialectique et la pensée disjonctive. Okay? Comment procède l'époque moderne? Et si vous voulez, même Kant, c'est la même chose. L'idéal de la connaissance, c'est juste une sorte de disposition par voie disjonctive de ce qui est et ce qui n'est pas. Okay? Ça, c'est ça, et ce n'est pas A, B, C, D, E, etc. B, ce n'est pas A, C, B, D, etc., etc. Et en faisant comme ça, j'ai un mappage, j'ai l'idéal, parce que ça s'appelle l'idéal de la raison, d'une cartographie du réel. OK? Sorte de méga armoire, permettez-moi dans laquelle je peux mettre de façon classificatoire tout ce dont j'ai besoin pour penser le réel. De façon simple, il y a une case, un peu comme l'apothicaire. J'ai une pilule, je la mets là. J'ai une pilule, je la mets là. J'ai une pilule, je la mets là. OK? Qu'est-ce qu'on tue de cette façon? On tue le processus. On tue la dynamique. Et ce que Hegel fait jouer contre justement cette façon de penser, c'est que justement dans les processus, dans la synthèse dialectique, il y a l'essence elle-même du réel. Ça va passer par Marx et aussi ça arrive à Adorno, mais avec quelque chose de plus, c'est-à-dire l'incomplétude. Peut-être parce que... Non, là aussi, je voulais poser la question. Il ajoute immédiatement après le principe d'incomplétude, pour qu'on a compris le principe d'incomplétude, et il ajoute immédiatement après celui d'incertitude, qui ne disent pas du tout la même chose. Non. Et qui là aussi nous renseigne sur des évolutions de la pensée, des sciences, l'introduction de la notion d'incertitude dans les sciences, par rapport à ce que tu expliquais sur l'ordonnement du monde, son explication rationnelle, claire, qui obéirait à des lois universelles, stables, immuables, etc. À un moment donné, il y a cette question de l'incertitude qui vient aussi tout bousculer. Et je trouve que l'articulation, il y a pour moi des vraies questions sur cette articulation entre principe d'incomplétude et principe d'incertitude, qui ne va pas de soi. Okay. Non, elle ne va pas de soi parce que ce sont deux choses complètement différentes. Complètement différentes, mais liées à ce qu'on vient de mentionner comme histoire de la métaphysique. Désolé, il faut le faire parce que m'a questionné sur... Alors, qu'est-ce que c'est? Ici aussi, il y a pas des bibliothèques, mais des salles de bibliothèques remplies sur ce genre de figures que Morin mobilise de façon magistrale, en passant, mais en fait, ils ont une lourde histoire, tellement lourde que je n'ai fait quand même une partie de mon travail depuis 2002-2003 et que vous pouvez trouver aussi dans d'autres, parce que les gens ils vont dire « Ah, mais vous êtes maurinien », choses comme ça. Non, en fait, si vous lisez par exemple Giuseppe Longo, Les cauchemars de Prométhée, ou Mathématiques et sciences de la nature, il est directeur de recherche au Centre Cavaillès, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ici, Morin mentionne en passant deux des issues négatives les plus scandaleuses et les plus choquantes pour notre façon de concevoir le monde. Alors, faisons les choses par ordre. Le premier choc, mais un grand choc, ce n'est pas... C'était comme... non, le second choc, comme je vous ai mentionné, c'était les principes des trois... les problèmes des trois corps de Poincaré. Ce n'est pas par hasard que maintenant, il y a une série sur les problèmes des trois corps. En fait, il y a une Chinoise qui a fait de ces problèmes des trois corps
une imaginaire puissante. Et à mon avis, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est une série très intéressante sur Netflix. Okay? Mais les premiers scandales, les scandales, et on a des témoignages, les premiers scandales, ce sont les géométries non euclidiennes. Désolé, c'est un peu d'histoire du savoir dont personne parle, donc je la mets de façon un peu romancée. Alors, c'est une histoire vieille comme l'histoire de l'Occident. En fait, vous avez étudié au lycée ou je ne sais pas, à quelle école qu'il y a des nombres irrationnels. OK? Quels sont les nombres irrationnels? C'est la racine carrée de 2. OK? Bon, l'invention des nombres irrationnels est le premier choc civilisationnel de notre époque. On est à la même époque que Socrate. Les deux gens qui ont découvert les nombres irrationnels, ils dialoguent avec Socrate dans des dialogues platoniciens. Je ne vous fais pas l'histoire. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on n'a pas une mesure universelle pour penser la quantité. Donc, il n'y a pas quelque chose de simple. Okay? Si on prend le nombre irrationnel, si on prend l'intervalle, et vous avez aussi des documentaires très intéressants sur Arte, sur cela, sur les irrationnels, sur Hilbert, des choses comme ça. Si vous prenez l'intervalle entre 0 et 1, vous êtes dans l'impossibilité plus totale de déterminer tout ce qu'il y a au milieu. OK? C'est un choc pour la rationalité parce qu'il montre déjà l'incomplétude. Bon, on a essayé de faire avec pendant des siècles et à un certain point, on s'aperçoit du fait que ce n'est pas comme ça. En fait, que c'est encore plus difficile. D'où il vient cette nouvelle conscience? Il vient du fait que les gens, ils ont dit à travers une évolution très intéressante, en fait, l'idée que nous avons de l'espace, c'est une idée complètement limitée. OK? L'espace, ce n'est pas ce que nous pensons comme une sorte de multiplicité, comme une sorte de croisement entre trois axes. OK? C'est-à-dire comme multiplicité orthogonale de l'axe X, de l'axe Y et de l'axe Z. C'est très simple. Je prends ça. Qu'est-ce que sont les dimensions de ça? Bon, c'est ça. Je les mets dans un tableau, je les dessine et je les dessine selon les trois axes. En fait, il a dit, mais non, non, c'est pas comme ça. On peut concevoir toute une infinité d'espaces, espace à 7, 8, 10, 9 dimensions. Vous pouvez voir Matrix là-dessus et pas mal de films de science-fiction. On peut concevoir des espaces courbés, des espaces linéaires, des espaces fractaux même, etc., etc. Donc, non, c'est pas quoi. Pour répondre à cette question, les gens ils ont dit, mais non, 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 il faut quand même resserrer les rangs et montrer que la rationalité a une prise sans exception sur la base la plus solide qu'on puisse avoir, les mathématiques, et s'ouvre les grands débats des fondements des mathématiques. À la fin des grands débats des mathématiques, quelqu'un qui s'appelle Kurt Gödel, que vous voyez entre autres dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, se promenant avec Einstein quand Oppenheimer va le voir, le mec qui regardait les arbres, les structures des arbres, c'était Kurt Gödel, qui a démontré par A plus B. Par A plus B, ça veut dire par A plus B. Qu'en fait, toute mathématique ou tout système formel est incomplet. S'il est incomplet un système mathématique, figurez-vous les autres systèmes qui ne sont pas mathématiques, qui ne sont pas formalisés. Donc ça, c'est le principe d'incomplétude. À partir de 1931, on ne peut plus se cacher derrière l'idole d'une science qui s'appelait mathésis universalis, d'une science universelle fondée sur les mathématiques, parce que les mathématiques en elles-mêmes abrite ce qu'on appelle un blind spot, c'est-à-dire abrite un point aveugle. C'est vraiment un scandale. Un scandale pour notre pensée métaphysique, parce que sur la base de ces découvertes, Turing, il a fondé l'informatique. Donc, c'était vraiment très positif pour nous. Mais du point de vue de notre idée qu'il y ait quelque chose comme une pensée complète, des choses comme ça, on n'a plus d'alibi, on ne peut plus le penser. OK? Et si on veut le penser, il faut penser l'infini. Donc, c'est encore plus baroque de ce qu'on devrait penser. Premières étapes. Seconde étape, incertitude. Ce n'est pas incertitude
Parce que, bon, c'est incertitude, mais en fait, ce qui traduit incertitude, c'est une autre découverte qui est les principes, traduits en français, d'incertitude d'Heisenberg. OK? Werner Heisenberg, s'attachant au travail de Niels Bohr, donc de l'école de physique subatomique de Copenhague, il formule en 1925, ce n'est pas par hasard, parce que cette année, c'était le Quantum Day, le 14 avril 2025, c'était le Quantum Day, parce qu'entre ces deux, c'est le créneau du 1er et du 20, Heisenberg, dans une île perdue qui s'appelle Helgoland, et vous avez les livres de Carlo Rovelli là-dessus, formule les principes d'incertitude. Ce n'est pas le principe d'incertitude. Tout est incertain, tout est flou. Non. Ça dépend que même dans la connaissance la plus précise de certains processus, ce sont les processus subatomiques, OK? On n'arrive pas à une détermination complète de l'état en question. Donc, ce n'est pas quelque chose qui met en doute la stabilité du monde. Avec les principes d'incertitude, on ne met pas en doute, par exemple, la gravitation. Mais c'est une brèche, c'est un scandale, OK? C'est un peu comme les malaises des civilisations de Freud. C'est quelque chose qui nous blesse profondément. C'est-à-dire, aussi bien les mathématiques, ils ont un point aveugle, aussi bien la physique en rencontre des secteurs particuliers de la nature, ça ne vaut pas pour toute la nature, donc ce n'est pas quelque chose qui substitue à la simplicité et la complexité. Localement, quelque chose qui est plutôt de un chaf, c'est non défini, ce n'est pas incertain, c'est non défini. En fait, quand je regarde quelque chose, nous sommes habitués à thématiser quelque chose, je thématise ça, je l'indique, et il y a sa stabilité. C'est un verre, il est là. Bon, pour les phénomènes subatomiques, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une sorte de séisme après une révolution, séisme après séisme de tout ce qu'on avait pensé du monde. Okay? Ce qu'on appelait l'image du monde. On pensait qu'avec notre science, comme on vit au début, on pouvait construire les grandes fresques de toute la nature, ou les grandes mosaïques de toute la nature, mettant ensemble découverte scientifique après découverte scientifique. En fait, les principes d'incertitude et d'incomplétude, ou les résultats d'incertitude et d'incomplétude, ils nous disent que ce n'est plus possible. Donc, c'est inutile, si vous voulez, de demander à la pensée ce que la pensée il a démontré être impossible. C'est-à-dire cette clarté universelle, cette simplicité, linéarité universelle qui n'a pas lieu d'exister dans la nature et dans notre savoir. Vous avez des questions? Oui. Peut-être? Oui. Peut-être c'est plus approprié. En fait, c'est le principe un chef, c'est même pas en détermination parce qu'on détermine bien quelque chose. Sauf qu'on peut déterminer pas intégralement tout. C'est ça le problème. On ne peut pas déterminer tout. C'est pour ça que quand on oppose la complexité à la simplicité, on fait une erreur gravissime. On ne tient pas compte des résultats du savoir et ce qui a fait la pensée complexe. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'en affirmant le principe d'indétermination, tout le monde devient indéterminé, flou, notre connaissance. Aujourd'hui, avec la mécanique quantique, on fait des ordinateurs. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas ça le cas. Mais, hein? C'est encore autre chose, mais en tout cas, ils vont toujours dans la même direction. C'est-à-dire, je n'ai pas un procédé de la part de ma pensée pour stabiliser de façon définitive ce dont je parle. Okay? Il y a toujours quelque chose qui reste dehors. Il y a toujours un résidu. Il y a toujours un blind spot, c'est-à-dire il y a toujours un point aveugle. OK? Mais ça ne veut pas pour tout. OK? Donc, oui. Non, vas-y. Non, je t'en prie. C'est-à-dire, si j'affirme, comme aujourd'hui, ce serait presque fou de ne pas affirmer qu'il y a un principe d'incertitude à la base elle-même de notre connaissance la plus fine des phénomènes de la nature, comme la mécanique quantique, ou s'il y a de l'incertain dans les systèmes climatiques,
je ne fais pas écrouler l'édifice de la science, bien au contraire. La science persiste, elle accélère avec cette libération de la métaphysique qui était derrière. Sauf que notre esprit, notre tête mal faite, est tellement à la recherche de la stabilité définitive, même si illusoire, qui est prête à échanger une simplicité globale fausse plutôt qu'admettre une complexité plus difficile à penser. C'est une intuition dans ce point aveugle. Dans la pensée vulgairement, est-ce qu'il y a une partie d'intuition que vous mettriez dans ce logement, ce point aveugle? Ben, disons comme ça, de la part d'un phénoménologue, c'est un peu difficile de répondre en 2 secondes. Disons que la nature constitutivement intuitive dans le sillage de l'organicité, de l'animalité et de l'intelligence humaine, de l'intuition, propose des modèles d'existence dans le monde et des modèles de savoir qui n'ont aucun problème à faire face à ces résultats négatifs. Après, ne m'entraînez pas dans cette chose. Mais si vous voulez, l'effet, l'intuition du point de vue de son irréductibilité au concept, en fait, c'est qu'on nous représente cette incomplétude et cette incertitude. Et qui nous guide et nous oriente. C'est-à-dire, le problème, c'est celui d'une civilisation, si vous voulez, là, je ne sais pas si je me distancie un peu des morales, moi, je ne crois pas, d'une civilisation qui veut tout maîtriser par réduction au simple. Donc, qui efface les processus, parce qu'en fait, les réductions simples, c'est la réduction de tous les processus à un processus mécanique, OK? Et à des concepts stables, définis. Donc, on a un nombre de concepts, on a ces concepts, on a tous les savoirs, ça s'appelle logicisme. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens qui étaient scandalisés, mais vraiment, Gottlob Frege, il a dit non, mais c'est un scandale, un homme responsable ne peut pas accepter les géométries non euclidiennes, c'est parce que justement, il voulait tout les réduire au concept. Les géomètres, ils se sont éclatés, c'était un festin depuis qu'on a découvert les géométries non euclidiennes, la topologie, il a fait des bancs, donc les savoirs n'a été pas endommagé du tout. Si vous voulez, c'est cette sorte de stéréotype d'un monde simple qui a du mal avec ça, et donc le stéréotype d'un homme, et ça revient à l'actualité, d'un homme dont le cerveau est seule computation. Voilà. Oui? Vous pouvez parler plus fort ou venir ici, parce que comme ça, les autres... Venez ici, venez ici. Parce que comme ça, on vous écoute. D'accord. Par rapport aux têtes mal faites, aux têtes bien faites. C'est-à-dire, si on avait des têtes bien faites, on n'aurait pas à prendre des têtes nucléaires, sachant pertinemment qu'on pourrait comprendre la chose essentielle de la géométrie sacrée. Pourquoi l'être humain a tendance toujours à revenir des bestiales, et au lieu de venir à quelque chose d'essentiel, l'intuition du cœur, l'intuition comme l'antique, si je suis extraordinaire, si je suis merveilleux, j'envoie un message dans l'univers, donc je le suis merveilleux. Je n'ai pas besoin d'entendre un message, il faut des armes, il faut se protéger, il faut une sécurité, il faut ceci et cela pour se dire que les autres sont nos ennemis. Mais en vérité, nous sommes unis par l'univers de ce que nous sommes aujourd'hui. Une tête bien faite, mais on veut dénaturer cette tête bien faite. C'est ma question, comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui on n'a pas des têtes bien faites? Aujourd'hui, comment peut-on faire avoir des têtes bien faites? Alors, la question maximale qui pose notre ami, c'est en fait comment, je peux paraphraser, comment, vu le délire nucléaire et belliciste et aussi des pollutions universelles de l'environnement qu'on est en train non seulement de vivre, mais d'accélérer, on peut encore penser des têtes bien faites, une réforme de l'entendement. Je peux simplifier, paraphraser la question comme ça.
Bon, le problème, c'est justement que ce n'est pas comment, c'est déjà qu'il le faut, parce que c'est qui nous attend, sinon c'est l'abîme. OK? Et ce n'est pas dit qu'il n'arrive pas et qu'on puisse se ressortir de l'abîme. Mais le problème, c'est le problème profondément humaniste, à mon avis, qui pose Morin avec sa pensée non unilatérale et justement une pensée non disjonctive, c'est justement de mettre en... Et ça, c'est la dialectique hegelienne dans son jus plus profond, de mettre en évidence comment toute position dichotomique, moi, toi, nous, les bons, vous, les mauvais, moi comme être spirituel, l'environnement comme matière inanimée, ce sont des fausses idoles. Et en fait, il y a tout un côté de déconstruction de la traduction qui déjà, comme pars destruens, pourrait aider à reconstruire l'intelligence. Après, il y a l'éducation à penser comme Morin les souhaite, comme, disons, nos temps les demandent, est longue. Il passe par la pédagogie, ok? Il passe par des choses, moi, je dit, je recherche sur la transdisciplinarité, il passe par une réforme structurelle à long terme de nos enseignements. Ce ne sont pas des questions si faciles. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à la redécouverte des spiritualités anciennes pour penser les problèmes modernes, ok? Tout comme, tout comme, même si je suis un écologiste hyper convaincu, je ne pense pas que euh, les refus du nucléaire, comme ça, on prend en étant, OK, soit la solution. Bien évidemment, c'est une partie de la solution, mais il faut aller avec tout un tas d'approches au monde, à la consommation, à la maîtrise de l'électrodométique ou de l'électrodomestique qui va avec. C'est-à-dire, il faut les solutions, même les solutions unilatérales. J'abandonne ces mondes méchants, j'abandonne les mondes méchants d'antithèse pour embrasser une forme de spiritualité holistique. Je ne crois pas qu'il soit pertinent à la tête bien faite. C'est justement penser dans la localité et dans l'articulation du local au global de façon constante. Mais le problème fondamental, à mon avis, ce n'est pas penser des absolus. C'est que pour l'homme, il est très difficile, surtout pour l'homme occidental. Ouais. Je propose, parce que là, on a pas mal avancé dans l'heure. Il était prévu qu'on lise une petite partie du premier chapitre, et que justement, c'est la parfaite transition, selon moi. Je vous propose maintenant de passer quand même à la lecture, si vous le voulez bien, du premier paragraphe de ce premier chapitre, à la fois en conclusion on est pile exactement dans ce que vous Mais je disiez. voulais On prend juste une dernière question. Oui. Madame, vous pouvez venir. Sinon... Parler de pédagogie. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette première partie que vous exposez autour de ces concepts, que je n'avais pas forcément saisi dans leur dimension historique et là, vous les mettez en perspective par rapport à la recherche scientifique. Moi, je suis plutôt dans l'éducation populaire. Et donc, je fais référence, moi, aux 7 savoirs nécessaires à l'éducation de culture d'Edgar Morin, qui, par exemple, dans ces 2 premiers savoirs, disent s'outiller pour une connaissance pertinente face aux erreurs et illusions de la connaissance. Et je voulais savoir, puisque ce séminaire rentre dans le cadre de ce week-end backlash, écologie, etc., est-ce qu'on peut faire un parallèle, une analogie, et est-ce qu'elle est douteuse ou pas, du principe d'incertitude comme étant celui auquel on fait face, par exemple, quand on a une vision un peu totalitaire, comme vous dites, d'une cartographie qui serait un ordre inaltérable par rapport à toutes les incertitudes, des montées des fascismes, des conflits, enfin, des problèmes, de toutes les crises, des multi-crises, qui font que plus rien n'est certain par rapport à toute la représentation qu'on en avait d'une sorte d'avenir, de progrès, etc. Est-ce que ce principe d'incertitude, qui est donc scientifiquement valable dans certaines parties et qui vont à l'encontre de nos représentations occidentales ou chrétiennes, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que l'incertitude
c'est aussi dans la pensée d'Edgar Morin de dire que c'est l'incertitude du monde contemporain qui nous oblige à repenser nos paradigmes d'une pensée cartésienne, qui est quand même très judéo-chrétienne. On ne fait pas de fausse route en disant aussi le principe de l'incertitude d'Edgar Morin est un principe qui parle de nos crises actuelles. Donc la pensée disjonctive est par exemple la représentation de ce qui se passe sur les plateaux télé, des problèmes des médias où on pense ou blanc ou noir et on ne pense pas les causalités de façon complexe. Ok, c'est une question très riche. J'essaie de la paraphraser. Comment, en fait, l'incertitude est à la base des crises contemporaines ou de certaines crises contemporaines et comment on peut faire face à ça avec justement une autre forme éducative. Oui, en tout cas, est-ce qu'on ne fait pas de fausses routes en pensant que le principe d'incertitude dans sa définition complexe et scientifique que vous venez d'exposer peut être pédagogiquement expliqué aussi sur un sujet concret comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça entre dans une réflexion d'une mise en perspective par rapport aux enjeux actuels. Pédagogiquement, est-ce qu'on peut dire que l'incertitude, c'est aussi justement celle de ne pas savoir penser la complexité de la polycrise aujourd'hui, puisqu'on est en train sans arrêt de simplifier les choses. L'immigration, c'est la délinquance, c'est dû à la migration, c'est des pensées disjonctives. Est-ce qu'on peut appliquer de façon concrète dans nos pensées sociologiques, politiques actuelles, géopolitiques, etc., les bandes à pensée des gamins? Alors, disons comme ça, disons que peut-être on peut laisser ça aussi pour les débats parce que c'est tout l'arrière-plan aussi sociopolitique d'une éducation à la complexité. Disons que l'homme en désarroi, il s'attache à tout pour avoir les lambeaux d'une certitude. OK? Donc, dans un monde qui s'est montré de façon épistémique complexe, c'est-à-dire dans lequel l'incertitude est la base, comme les systèmes climatiques, choses comme ça, les modèles, ils ont des modèles stochastiques, ou bien dans un monde qui est devenu global, dans lequel il n'y a plus de centralité, les les civilisations, ils ont un désarroi, donc les individus, ils ont une demande de simplicité, parce que justement, c'est une sorte de palliatif contre le désarroi. Et du point de vue du débat public, la simplicité, c'est les slogans. OK? Une phrase. C'est pour ça que dans les plateaux télévisés, on n'a plus d'analyse, on n'a plus des graphes, on n'a plus des données. Il y a quelqu'un qui fait pro et quelqu'un qui fait contra. C'est comme, en fait, les débats entre aveugles et sourds. Le problème, c'est que justement, cette idée qu'on puisse traiter tous les problèmes dans tous les contextes, c'est aussi la montée du populisme. Je ne veux pas ramener écho dans les débats, mais en fait, le problème, c'est que ces pensants habilités à tout dire sur tout sujet, en pensant que quelqu'un qui fait les journalistes puisse tout dire à tout moment, pro ou contra, sans étudier, sans avoir développé, même dans les contextes d'une émission télévisée, une base partagée du point de vue épistémique sur ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, c'est le problème. Et en fait, c'est un problème alimenté par des gens qui veulent le populisme. Moi, je trouve qu'on a légèrement anticipé, d'ailleurs, le début du premier chapitre, qui est intitulé « L'intelligence aveugle ». On parlait d'aveuglement. Alors, nous arrivons un peu au bout de l'horaire qui nous était dévolu pour ce séminaire et puis du format auquel je propose de terminer par la lecture du premier paragraphe, le premier paragraphe du premier chapitre, l'intelligence aveugle, qui s'appelle la prise de conscience, et de le laisser planer dans les esprits jusqu'à notre seconde section à la rentrée. Et vous verrez à quel point, d'ailleurs, ce premier paragraphe résonne étrangement, comme si on avait légèrement anticipé ce qui suit l'avant-propos. Donc, l'intelligence aveugle. Nous avons acquis
la prise de conscience. Nous avons acquis des connaissances inouïes sur le monde, physique, biologique, psychologique, sociologique. La science fait régner de plus en plus largement des méthodes de vérification empirique et logique. Les lumières de la raison semblent refouler dans les bas-fonds de l'esprit mythes et ténèbres. Et pourtant, partout, erreur, ignorance, aveuglement progressent en même temps que nos connaissances. Une prise de conscience radicale nous est nécessaire. 1. La cause profonde d'erreur n'est pas dans l'erreur de fait, fausse perception, ou l'erreur logique, incohérence, mais dans le mode d'organisation de notre savoir en système d'idées, théorie, idéologie. 2. Il y a une nouvelle ignorance liée au développement de la science elle-même. Il y a un nouvel aveuglement lié à l'usage dégradé de la raison. 4. Les plus graves menaces qu'encourt l'humanité sont liées au progrès aveugle et incontrôlé de la connaissance, armes thermonucléaires, manipulation de tout ordre, dérèglement écologique, etc. Je voudrais montrer que ces erreurs, ignorance, aveuglement, péril ont un caractère commun qui résulte d'un mode mutilant d'organisation de la connaissance, incapable de reconnaître et d'appréhender la complexité du réel. Je trouve qu'en conclusion, qui n'en est pas une, donc, mais plutôt un appel pour la seconde session du séminaire, la lecture de ce paragraphe tombe parfaitement. OK. Et encore, si vous voulez, ça c'est justement c'est quelque chose qui appelle en cause tout d'abord la définition de notre savoir, de notre rationalité, qui après va rechuter ou va retomber de façon virtueuse, non vertueuse, sur les choix politiques qu'on va prendre. En fait, si vous voulez, laissez-moi vous citer quelque chose, après on va partir de ça, on va orchestrer ça avec des figures très nobles. En fait, s'il y a un des géants universels de tous les temps, c'est Gottfried Wilhelm Leibniz. Okay? Le penseur, c'est qui a presque tout inventé, mais en tout cas, il disait à un certain point, il y a deux labyrinthes fameux pour les erreurs, dont l'un a mis à l'épreuve avant tout les théologiens, l'autre les philosophes. Celui-là a trait à la liberté, c'est-à-dire les libres arbitres, les protestantismes, des choses comme ça. Celui-ci à la composition du continu, ce qu'on a vu avec les géométries non euclidiennes. Bon, aujourd'hui, justement, avec laquelle je voulais gloser Morin dans ses premiers paragraphes, c'est qu'il a un troisième labyrinthe, qu'on peut définir aussi un kaléidoscope, c'est-à-dire les kaléidoscopes du savoir. Okay? Ce qui fait tomber les gens aussi dans le désarroi, ou ce qui fait non pas la faiblesse de la science, parce que la science, elle va à tout va, mais en fait d'une rationalité fondée sur une idée des sciences. Une idée des sciences, une idée des savoirs. Okay? C'est que justement met en lumière Edgar Morin. Pas seulement Edgar Morin. C'est-à-dire l'accumulation des connaissances. Okay? Elle est vitale pour la science, mais en fait, s'il n'y a pas de vibration entre les connaissances, okay? L'accumulation, c'est un peu comme l'obésité. Si je prends du poids sans fibrer mes muscles, en fait, j'accumule du poids. Ce n'est pas dit que je suis plus vertueux, je sais courir mieux que si je prends un peu moins de poids, mais j'ai en fait une sorte de fibration intense des tissus qui font mon poids. OK? Si vous voulez, c'est un peu une métaphore qui dit qu'avec l'explosion ou l'inflation des savoirs aujourd'hui, la réponse d'accumuler toujours plus, publish or perish, impact factor, ce que vous avez vu comme les pathologies de la science contemporaine, ce n'est pas symptôme d'une santé ou d'une virtuosité du savoir lui-même. Ce n'est pas de l'obscurantisme. Ce n'est pas les gens qui disent non, mais en fait, les savoirs, c'est des démons, ça ne sert à rien, comme les théraplatistes ou les négationnistes du climat, des choses comme ça. Okay? Ce n'est pas cette idée. C'est justement l'idée qu'il faut restructurer, il faut un autre projet de rationalité pour faire face aux défis à venir.
Par exemple, je ne veux pas faire de la chose trop libre et si vous voulez, on peut répondre ça de façon analytique. Une fois, ouais, et en France, c'est encore le cas, je ne veux pas mettre en doute les formes pédagogiques classiques parce que parfois, elles sont très efficaces. Et apprendre les mathématiques, ce que d'ailleurs, je souhaiterais aussi pour l'école aujourd'hui, apprendre les mathématiques de façon axiomatique, c'est-à-dire en démontrant un théorème, après en démontrant un autre, choses comme ça, etc. Déjà, il n'arrive plus, sinon, dans les écoles d'hyper-excellence, est bien, est très bien. Je nie pas qu'il soit très bien. Il faudrait même les faire hein, dans cette incertitude. Mais le problème est que les individus aujourd'hui, avec des calculateurs hyper puissants, ils vont se demander à quoi bon, surtout les étudiants, ils ont naturellement implémenté à des machines computatrices, computing machines, ouais, ils vont se demander à quoi bon. Donc, une fibration, par exemple, interdisciplinaire des maths avec son histoire, leurs histoires, ou des maths avec l'art, expliquer la géométrie projective avec la perspective en peinture ou expliquer je ne sais pas quoi avec autre chose, ce n'est pas une perte de temps. C'est ce qui fait la fibration de la connaissance. C'est-à-dire penser que le corpus de la connaissance humaine, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne comme un édifice dans lequel on met brique après brique, on entasse brique après brique jusqu'au sommet, c'est-à-dire l'idée d'architectonique de la connaissance, mais c'est plutôt quelque chose qui relève de l'organicité, c'est-à-dire c'est un organisme. Et c'est qu'il dit ici, sous la prise des consciences. Nous avons acquis des connaissances inouïes sur le monde physique, virgule, biologique, virgule, psychologique, virgule, sociologique. En fait, on vit encore dans la disjonction. Et cette disjonction, ça relève du paradigme disciplinaire que Morin a combattu toute sa vie. Moi, je suis un de ceux qui pensent que la disciplinarité est très, très bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. OK? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que en fait, il y a un pendant un pendant métathéorique et pédagogique de ce qu'on a dit par la simplicité et la complexité. Ce n'est pas parce que j'affirme que la physique par elle-même, la biologie par elle-même, les psychologiques pris par eux-mêmes, ils ne sont pas suffisants, que je nie les pouvoirs de la disciplinarité. Comme en disant qu'il y a des phénomènes complexes dans le monde ou que je nie pas la simplicité de certains phénomènes. Je dis uniquement qu'il faut faire un pas en avant en mettant en relation tous ces savoirs dans un projet de savoir, de tête bien faite et donc des pédagogies qui n'est pas l'idée profondément enchevêtrée dans notre savoir depuis Alexandrie, qu'il y a des secteurs du savoir qui subsistent par eux-mêmes. OK? C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de s'en sortir si on pense qu'en accumulant d'un côté toutes les connaissances physiques, même si dans l'incomplétude, d'un côté toutes les connaissances biologiques, d'un côté, etc., on peut s'en sortir. Pourquoi? Ça, c'est ce que j'ai fait pendant presque toute ma vie académique. C'est parce qu'il y a certains phénomènes, certaines choses dans le monde qui demandent les croisements. Quand on fait de la climatologie, pour finir en cohérence avec ça, tous ces phénomènes doivent converger dans une dimension d'ensemble non disjonctive. OK? Et on n'a pas de cadre pour cela. C'est ça, si vous voulez, ce que partage, c'est ce qui donne un surplus à Edgar Morin par rapport à d'autres épistémologues, même plus pertinents, de la complexité. C'est qu'il a couplé ce que j'appelle la mathésis, c'est-à-dire la connaissance positive, avec la paideia, c'est-à-dire que cette hybridation de savoir à la façon de l'organisme et non pas à la façon des pierres constitutives d'un édifice, ce qui est demandé par la compréhension de certains phénomènes ou par la nécessité de faire face à certains phénomènes, qu'aujourd'hui, ils sont les phénomènes qui génèrent notre crise. Yeah? Oui, oui, pardon.
qu'est-ce que vous dites? Il y a une synthèse créative, il y a quelque chose qui vit, il y a un processus de création, quelque chose d'organique. Parce que moi, ça me perd et je me sens très angoissée. Ah, ok. Ah, j'ai... Ok. Je présente la chose de façon plus imagée. Ok. Si on pensait qu'on pourrait se sortir des crises contemporaines et des défis contemporains en accumulant dans la salle A toutes les connaissances en physique et toutes les connaissances qui viendront en physique. Dans la salle B de la BNF, toutes les connaissances en biologie avec toutes les connaissances qui viendront en la biologie. Dans la salle C, toutes les connaissances sur l'humain et choses comme ça, on ne s'en sortira pas. Parce qu'on doit être capable, en vertu des défis qui nous attendent, de savoir lier quelque chose qu'il y a dans la salle A avec quelque chose qu'il y a dans la salle B, de le mettre sur notre table et rétisser tous les liens que cette disposition compacte nous donne pas. C'est l'application des disciplines qui permettent de s'imposer et qui permettent de passer à l'action, j'imagine. Oui, mais ça dépend si l'action est forme. Pardon? Dans votre schéma, il y a une recherche, une passe à l'action, il y a des applicatifs, j'imagine. Ben oui, il y a quelque chose qui est dicté par l'application. Par exemple, si je dois déterminer une politique à long terme sur le climat, ok? Par exemple. Non, il faut savoir déjà penser l'objet climat. Et l'objet climat, ce n'est pas un objet qu'on touche, l'objet épistémique climat. Et on voit que dans cet objet, il y a des aspects qui répondent à des savoirs disciplinaires différents. Mais si on réduit ces choses climat à un des aspects différents, on perdra la richesse et la complexité de la chose. Sauf que notre savoir n'est pas conçu comme ça. Les savoirs traditionnels de notre civilisation n'est pas conçu comme ça. La disciplinarité est quelque chose qui a structuré notre éducation et qui l'a structuré très bien, ok, pour des millénaires. Le problème, ce n'est pas nier la disciplinarité, c'est faire un pas en avant, voyant comment la solidité des savoirs disciplinaires peut se rétisser dans une démarche ultérieure du point de vue épistémique. La construction d'un modèle climatique, c'est ça, hein, et aussi éducatif. Le problème de la société, c'est une tyrannie réelle. Il faut savoir qu'effectivement, de prendre en compte la totalité, c'est une forme de prise en compte de la totalité des phénomènes réels de la société, et ça nous prive de construire le monde. Et ça nous prive d'avoir une vision du monde, et ça nous prive d'inventer, de construire quelque chose. C'est-à-dire que la prise en compte de la tyrannie du réel, c'est d'une certaine manière une soumission. Et est-ce qu'effectivement, ce n'est pas au détriment d'une utopie, de la construction d'utopie, qui effectivement nous oblige à construire des édifices, à mettre une pierre sur une autre pierre, à mettre une arcade, etc., pour habiter et créer des mondes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais... C'est très connu d'ailleurs. Non, en fait, si vous voulez, je ne vous vise pas, c'est en fait la critique et les pensées néolibérales, ils ont adressé à la pensée complexe. Il y a un feuillet écrit quelque temps, financé par un think tank néolibéral, qui disait ça. La complexité, c'est la paralyse. Ça nous empêche de construire notre monde. Ouais. Mais ça dépend comment vous les construisez. Si vous voulez construire un palais comme les Vaticains sur du sable, il va tomber. Donc, avec tous les dommages qui vont avec, il faut savoir où construire et de quelle façon, quelle structure construire. Donc, si la pensée de la complexité ou la tyrannie de la crise environnementale empêche d'aller droit dans les murs en polluant, soit bienvenu, parce qu'il nous prévient d'une catastrophe encore plus profonde. Et il nous dit, attendons, peut-être on peut viser autre chose, viser une autre construction. Donc, ce n'est pas une apologie de la paralyse, c'est juste quelque chose de plus avisé. Et ça se réverbère, par exemple, dans toutes les applications qui n'ont rien à faire avec Morin, de la complexity science au management.
Ce n'est pas, c'est-à-dire les managers, ils travaillent pas la complexité dans leur formation de l'MIT à l'ESSEC, quelque chose comme ça, pour être paralysés. Ils travaillent pour savoir mieux décider. Ah bon. Je pense que oui, là je crois qu'on s'éloigne déjà du principe même du séminaire. Simplement, vous savez, on a lu un avant-propos qui tient en 3 pages. On peut imaginer que dans les chapitres suivants, les questions d'utopie et la relation politique aussi pourraient surgir. Je crois que là, ce qui était important, c'était vraiment de poser de manière assez simple quelque chose qui ne s'aborde pas de manière simple, ce qu'on entend par la complexité, la pensée complexe. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éclairages qui nous ont été donnés aussi par Fausto, d'un point de vue historique, de bien comprendre aussi dans quel régime de savoir nous sommes habitués, et il y a ce mot qui est revenu à plusieurs reprises, que je trouve intéressant, sur lequel d'ailleurs on reviendra sûrement dans les prochaines sessions. Voilà, qu'est-ce qui fait scandale lorsqu'on entend telle ou telle chose? Qu'est-ce qui nous heurte? Qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qui nous angoisse? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là, de ce qui a surgi, que je n'avais pas totalement perçu, à savoir aussi à quel point encore la pensée complexe peut voilà, créer des zones de frottement, de friction, des points d'achoppement. On a très largement débordé le temps qui nous était imparti dans cette belle salle des mariages. Juste on des va excuses. peut-être- Maintenant, il y a 47 Comment questions. 47 questions Oui. lesquelles on ne pourra pas Donc, répondre. donc, On répondra dans la continuité. 47 questions en ligne. Ouais. Donc, on a très largement débordé. Il y a des questions. Ce qui prouve d'ailleurs que ce séminaire, finalement, cette séance inaugurale, a du sens et n'était pas si inutile. On vous invite donc à rester en contact avec la Fondation Edgar Morin pour être au courant de la seconde session qui devrait avoir lieu à la rentrée, et puis des suivantes. Et on va, je pense, reparler aussi du format Oui. et le donner un développer, calendrier, un disons, ça c'était calendrier, une sorte etc. d'appetizer. Voilà, c'était un test. Ouais. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Ah, alors, oui, oui. En fait, pour ceux qui ont posé des questions sans réponse, vous pouvez l'envoyer à la Fondation Edgar Morin. On va les regrouper en famille. On peut répondre la prochaine fois, si vous serez là, avec de plus longues méditations et du temps conforme à l'envergure des questions elles-mêmes. À l'adresse, exactement, Ouais, la Fondation à l'adresse Edgar de la Morin. Fondation. D'ailleurs, je tiens à saluer aussi l'un des organisateurs de ce séminaire, qui est au fond, qui vous a accueilli, qui est Jean-Marc Loubet, de la Fondation Edgar Morin. Maintenant, on peut parler. Oui. Non, en réflexion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es toujours en train de réfléchir, ou est-ce que Ouais. Ben, non, mais vous vouliez me parler avant, j'ai dit après les séminaires. En termes de création de réseau sur la question, de cercle de réflexion, Oui, on envisage, en fait, on va mettre en place un séminaire avec toutes les choses qui vont avec. Donc, oui, oui. Et il y aura sur le site MHR qui sera envoyé au site de la Fondation, donc aussi du point de vue de la communauté universitaire qui est de la société, on fera quelque chose d'organique. Je demande ça parce que moi, depuis quelque temps, j'ai commencé à faire de la vulgarisation sur des sujets politiques. Donc, c'est vrai que moi, pour l'instant, je suis très autodidacte, en fait, je suis un peu isolé. Du coup, je me demandais ce que potentiellement ma démarche pourrait apporter, ce qu'on fait pour apporter ma démarche, ce genre de choses. C'est pour ça que je demandais ce que
vont s'organiser plus sur le réseau, éducation. Ok, deux secondes. J'ai juste, parce que je vais